Dès le collège, j'ai participé au journal. C'est beaucoup l'écriture plus ou moins essayistique, là, c'est-à-dire donner son opinion, étudier une œuvre. Et donc, c'était en écho, je pense, avec la formation que j'ai reçue. J'ai fait mon cours classique et c'était valorisé de s'exprimer dans les tribunes qui étaient disponibles. Donc, j'ai commencé très tôt. Moi, je me souviens d'avoir fait une critique d'une œuvre de Perrault, Au cœur de la rose, qui était très favorable, mais j'avais lu que le texte, hein, je n'avais pas vu le spectacle. Et donc, j'ai ce souvenir-là de très, très tôt, l'intérêt pour commenter les œuvres littéraires. Mais très vite, comme je faisais du théâtre en amateur, inévitablement, je m'intéressais aussi à ce qu'on disait sur le théâtre. Donc, c'est un peu des vases communicants. Faire du théâtre et le commenter. Je dirais que c'est à jeu que j'ai eu la possibilité d'aller le plus loin qui n'était pas seulement de la critique d'ailleurs, hein, qui était l'animation de rencontres, des échanges un peu plus fouillés. Par exemple, avec Brassard, je me souviens d'avoir fait une entrevue fouillée avec André Brassard, qui était, à mon avis, très bonne, parce que Brassard s'est beaucoup livré. Et dans les journaux, il n'y avait pas l'occasion nécessairement d'élaborer son approche de la mise en scène. Et c'est dans le jeu qu'il a pu, je pense, exprimer le mieux sa pensée sur la mise en scène. Journal Le Jour, quotidien indépendantiste. De beaux masques, des costumes excentriques, une musique bien enlevée atténue considérablement les faiblesses du canevas. Heureusement, personne ne se prend au sérieux et la soirée passe vite. Dans l'ensemble, Un prince, mon jour viendra du grand cirque ordinaire, est une création collective inhabituelle, parfois inoffensive, mais dont l'insolence et la liberté de jeu forcent l'adhésion et laisse pour le moins songeur sur l'avenir de la suprématie masculine. À suivre. Ben, au jour, il y avait comme des tabous, justement à cause de la position idéologique censée être défendue par le quotidien. Et moi, bon, j'en faisais à mon aise. Hein. Je me souviens d'avoir fait une critique assez négative d'un Dubé monté par Lorraine Pintal. J'avais été assez sévère sur la teneur de l'œuvre, c'est-à-dire et là, je me souviens de la réaction de mon rédacteur en chef qui était un peu médusé. Comment pouvait-on ne pas aimer une œuvre de Dubé? Viendrait-il à l'idée d'un metteur en scène d'O les beaux jours d'extirper Winnie du monticule de terre dans lequel elle s'enfonce inexorablement et de la faire ensuite errer sur le plateau comme une âme en peine? En cédant à la nouveauté pour la nouveauté, c'est pourtant ce que René Richard Cyr fait subir, Tremblay remplaçant Beckett, à la féroce cantate cheap du cycle des belles-sœurs, À toi pour toujours, Tamarilou, en coupant ainsi l'œuvre du ressort essentiel de la pétrification tragique et de la solitude autodestructrice, et en dépit de la force intrinsèque du texte, qui n'a pas pris une ride en 25 ans et qui vous laboure quand même le cœur, il faut reléguer cette production à l'affiche chez Duceppe au rayon des rendez-vous manqués. Au devoir, ben, c'est beaucoup à cause de Robert Lévesque que j'ai été accueilli comme critique en second, si je puis dire. J'ai fait aussi de l'entrevue pour l'édition du samedi, là, où il y avait souvent des entrevues avec des artistes, des comédiens, des auteurs, des metteurs en scène. Et quand Robert a été démissionné, je suis resté un bout de temps, mais j'avais perdu un peu un complice. On était quand même assez proches et on partageait beaucoup les mêmes cibles, si on veut. Mais je n'ai pas regretté d'avoir quitté. Là. Je pense que j'avais fait mon temps.
D'abord, il faut une culture générale. Parce que le théâtre, il aborde toutes sortes de thèmes, de visions de la réalité humaine. Alors, on a avantage à avoir une culture générale étendue. Il faut aussi, bien sûr, si possible, avoir une bonne connaissance de la réalité théâtrale, c'est-à-dire des grandes orientations esthétiques, des courants dramaturgiques, depuis l'aube de l'humanité jusqu'à nos jours, puisque le théâtre va programmer autant des pièces de l'Antiquité grecque que des pièces classiques françaises ou Shakespeare, et plus près de nous, toutes sortes d'auteurs importants, Beckett, Tchekhov, Pirandello. Alors, tous ces auteurs, on a avantage à les avoir lus, et plus que lus, hein, les avoir étudiés. Il n'y a peut-être pas une formation suffisamment spécifique à la réalité théâtrale dans nos universités, parce que les cours sur le théâtre ont une part congrue hein, dans les programmes d'études littéraires, notamment. Et dans les départements de théâtre, bon, il y a peut-être un accent plus marqué. Je me souviens d'avoir donné un cours sur la critique à l'UQAM pendant plusieurs années. J'aimais bien ce cours-là. Les étudiants aussi, d'ailleurs, qui étaient d'abord formés pour être comédiens, la plupart, une part infime se destinait justement à des métiers plus liés soit à l'animation théâtrale ou à l'écriture dramatique. Mais bon, mais je ne suis pas sûr qu'on ait formé beaucoup de critiques à l'UQAM. Production dans la République du bonheur de Martin Crimp, mise en scène de Christian Lapointe. Sur un texte déjà surchargé de procédés d'étrangéisation et constamment empreint de dérision, Christian Lapointe en rajoute plus qu'il ne faudrait pour nous convaincre de la situation chaotique du monde occidental actuel qui n'en finit plus d'imploser à force de se regarder le nombril. Fidèle à sa manière, le metteur en scène utilise des caméras vidéo et projette sur grand écran une section du décor où se trouvent des poupées à l'effigie de certains personnages, ou encore il fait défiler des images enregistrées d'ectoplasmes ou autres méduses, le tout au sein d'un bric-à-brac scénique indescriptible. Si on n'est pas capable d'en prendre, on fait autre chose dans sa vie. Bon, le premier critère, c'est l'originalité. C'est-à-dire, est-ce que le spectacle se démarque du tout venant avec des solutions passe-partout, faciles? Donc, est-ce qu'on sent la volonté d'imaginer un univers spécifique, cohérent, sensible et intelligent, dans le sens qui fait appel à notre réflexion. Évidemment, la tâche est encore plus délicate parce qu'on arrive avec aucun prérequis la plupart du temps. On ne sait pas qu'est-ce que le spectacle va proposer. Alors, il faut être aux aguets, être capable de discerner si l'œuvre a une substance suffisante pour mériter d'être montée. On trouvera jeu comme emblème de cette machination considérée généralement comme non sérieuse, dont l'enjeu cependant implique toute la structure sociale, enjeu qui répond d'elle et tente de lui répondre. Ceci pour rappeler qu'un spectacle demeure une pratique signifiante indirecte, oblique, dont les effets causes, à même la trame historique, sont de l'ordre du refoulement-défoulement, de l'hystérie et de la névrose, du transfert et de la diversion, de la transgression et du retournement. C'est toute une langue qui parle de la pratique. Là. C'est pas c'est ancré dans le fer, là, même si ça semble, en tout cas. Circonscrite par l'écriture, les objectifs, les conditions et les effets, réels ou anticipés, de leur production conduit les praticiens à déinnocenter leur pratique. Les signes scéniques qu'ils émettent ne sont pas que fortuits. Une organisation a charge d'en conduire la réalisation sans pour autant forclore le sens de leur entreprise. Plus que tout autre artiste, peut-être, le praticien de théâtre sait que son activité... Il n'y avait aucun organe éditorial qui en rendait compte.
Alors, pour moi, c'était vital pour accompagner ce dynamisme naissant du théâtre québécois. On parlait alors vraiment de la québécitude, le théâtre québécois qui est affirmatif. Et donc, une revue me semblait être une nécessité urgente. Donc, Jeu a été fondé grâce à la complicité des éditions 15. Et l'entremetteur, c'était Michel Beaulieu. C'est l'échange en comité, l'interaction, l'émulation, d'avoir des complices. Évidemment, tout le monde lisait tout le monde. Hein, c'est la loi des revues, d'être aux aguets, d'être lecteur de tous les intervenants. Donc, c'est cette émulation, je pense que c'était le côté un peu convivial, euh, donc d'un collectif, et d'ouvrir la voie à de nouvelles écritures, de nouveaux artisans, de nouveaux praticiens. Là, j'ai commencé une longue période de chargé de cours qui m'a amené aux quatre coins de la province. J'ai enseigné partout, à peu près, sauf à Québec. J'ai donné plusieurs dizaines de cours différents. Je donnais jusqu'à 5 charges de cours par année. Alors, c'est dire. Bon, il y avait des classiques, si je puis dire, le théâtre québécois. Comme c'était apparu dans les programmes à la suite de l'explosion du théâtre québécois des années 70. Donc, les universités ont mis l'épaule à la roue, si je peux dire, puis ont programmé des cours sur le théâtre québécois qui étaient peu enseignés avant. Ça a été ma façon de faire du théâtre, hein, dans une enceinte relativement privée. Et j'aimais beaucoup les grands groupes, parce que souvent, ça terrifie les profs. Et moi, c'est un régal, j'aimais bien, je faisais mon spectacle. J'étais plutôt bon, je pense, face aux auditoires importants. Au niveau de la maîtrise, c'est crucial. Après un premier chapitre, souvent mauvais, il faut amener l'étudiant à comprendre que c'est pas ça. C'est pas un travail de session du bac. Il faut trouver un saut qualitatif. Il faut l'amener à être à un niveau supérieur. Et ça, on ne peut pas le faire à leur place. La recherche des mythes avec les études avancées. Après ma licence, qui était une licence qui s'appelle un bac aujourd'hui, j'ai tout de suite fait une maîtrise. Et dès qu'on entreprend des études avancées, on est dans une attitude de recherche. Par l'enseignement, inévitablement, on est dans une démarche de recherche. Mais néanmoins, je dois dire que j'ai toujours fait de la recherche. C'est un peu un appel du pied, si je peux dire, de Jean Cliot lui-même. On était amis, on échangeait beaucoup, il collaborait souvent à la revue Jeu. Là, à un moment donné, il dit, ben là, je pense que tu as assez de publications pour former une thèse sur publication, justement. Ben, c'est sûr que là, ça m'a donné des coups des franges pour entreprendre des recherches, de faire des demandes de subventions à cet effet. Donc, j'ai fait quand même beaucoup de projets. Comme nous le découvrirons plus loin en décortiquant le régime éditorial du programme, celui-ci excède largement, dans la grande majorité des cas, le simple rôle de marqueur spatio-temporel d'un événement théâtral. Ainsi, par le biais du programme, fût-il rudimentaire, le producteur est d'abord conduit à proclamer la pleine légitimité et le caractère mémorable d'un spectacle par le fait, peut-être, qu'il est le premier à savoir celui-ci condamné à disparaître. Évidemment, le projet qui a été peut-être le plus marquant, ça a été celui sur la socio-esthétique des pratiques théâtrales du Québec contemporain, qui a été en 2 temps. D'abord auprès du FRQSC, donc Fonds de recherche du Québec, Société et Culture, donc a été un premier volet de 2 ans.
Et ensuite, une subvention majeure en équipe, cette fois, donc, qui avait pour titre Régime socio-esthétique du théâtre au Québec, 1945-2015, qui a donné lieu à un ouvrage paru aux presses de l'Université de Montréal en 2020. C'est l'aboutissement, certainement, de plusieurs travaux antérieurs. Je voulais quand même qu'on documente la réalité théâtrale contemporaine, qui est fugace. On sait que le théâtre est éphémère par définition. C'est sûr que si on veut comprendre la dynamique qui traverse la vie théâtrale au Québec, inévitablement, on est amené à se demander quelles sont les polarités qui sont en jeu et comment se structure ce milieu théâtral au fil du temps. Alors, mes premiers modèles, je les ai empruntés à Bourdieu, que j'ai plus ou moins aménagé à la réalité ici, parce que Bourdieu, c'est quand même la France, c'est autre chose, c'est une autre réalité. Mais néanmoins, je pense que ça stimulait la nécessité de comprendre comment était structurée l'activité théâtrale ici. Et la naissance relativement tardive de l'aide gouvernementale, qui en principe soutirait l'activité théâtrale à la réalité étroitement commerciale. Enfin, le théâtre de divertissement, pour ainsi dire. Donc, s'il y a un théâtre d'art qui est en mesure de se développer, c'est là où on voit apparaître des tendances, des courants, et là, ça devient intéressant de voir jusqu'à quel point il y a la dynamique institutionnelle du théâtre se construit, des tensions nouvelles qui apparaissent au fil du temps. Le pivot, ça a été la mise sur pied de la Société d'histoire du théâtre au Québec, au départ, qui a fini par changer de nom pour le mieux, puisque c'est sûr que l'histoire du théâtre avait sa place dans la réalité de la recherche, mais il fallait l'élargir et ça a pu se faire à l'occasion d'un changement de génération, en guillemets, où je suis devenu aussi président de la Société québécoise d'études théâtrales. Et on a, à ce moment-là, aussi fondé, refondé, je devrais dire, l'Annuaire théâtral, qui était une revue qui publiait des dossiers et tout ça, qui était potable, mais qui demandait de se professionnaliser au niveau comment dire, de son orientation éditoriale, de la facture de la revue, et d'étendre son audience, puisqu'elle était lue par très peu de gens. Mais bref, la revue a contribué, je pense, à fédérer un certain nombre de recherches et de chercheurs qui trouvaient là un moyen de faire connaître leurs travaux. Et donc, ça a permis, je pense, de dynamiser le milieu, parce qu'avec une revue, les chercheurs sont quand même amenés, je veux dire, à partager leurs recherches et à échanger avec d'autres chercheurs, ce qui est quand même très important pour créer un milieu de recherche dynamique. Donc, les colloques servent à ça, de mettre à contribution des gens d'horizons divers, hein, qui partagent peut-être pas les mêmes intérêts au départ, mais qui sont en mesure de mettre en commun leurs propres travaux. Il y avait des complices de longue date, Jean-Pierre Ringard, pour ne pas le nommer, parmi d'autres, et qui ont été toujours attentifs à la réalité québécoise. C'est sûr que j'étais très marqué par Bernard Dort au début, dont j'ai lu tout ce qu'il a écrit, je pense, à l'époque. Ça a été mon maître indéniablement, mais au Québec, Jean-Claude Godin et Laurent Maillot aussi m'ont beaucoup aidé à façonner mon esprit critique, la qualité de leurs analyses du théâtre québécois. Ils étaient collés dessus
c'était quand même remarquable pour l'époque. Donc, ils ont été très inspirants. Il est passé beaucoup de comédiens sur les planches depuis que Jean-Claude Germain, voilà 20 ans, a proclamé triomphalement que nous faisons le meilleur théâtre québécois au monde. Ce genre d'autoconsécration a, semble-t-il, fait son temps, sauf pour les inimitables congratulations emphatiques auxquelles, à grand renfort de marketing, s'adonne la cohorte masse médiatique à l'occasion des 40 ans du Rideau Vert ou des 10 ans de Brou. Mais la liste serait interminable. Pour mes 40 ans, c'était une sorte de petit défi personnel de marquer ce changement. Et donc, j'avais décidé de monter Wojciech, qui n'est pas une pièce facile. Et donc, ça a été présenté au théâtre de La Veillée à l'époque, hein, ça ne s'appelait pas encore le Prospero. C'était pas une réussite à tout point de vue, mais je pense que ça valait la peine d'être vu. J'en garde un souvenir ému, disons. Mais bon, je n'ai pas fait tant de mise en scène. Par ailleurs, j'ai été responsable de 2 collections, enfin, de 2 temps de collections de théâtre aux Herbes Rouges, donc la maison d'édition. Et donc, c'était très agréable de mettre de l'avant des nouvelles plumes, des nouveaux auteurs. C'est un travail intéressant de lire avec un auteur une pièce, de voir s'il n'y a pas des éléments à modifier. Et bon, ça s'est très bien passé là, avec tous les auteurs que j'ai publiés. Et j'ai aussi été souvent conseiller dramaturgique, plus ou moins publiquement. J'ai travaillé avec notamment Alice Ronfard. J'ai beaucoup apprécié de travailler avec elle. On s'est beaucoup plu. Et j'ai été une sorte de dramaturge fantôme auprès de Daniel Danis, que j'avais connu comme étudiant quand je donnais des cours à l'Université du Québec à Chicoutimi. Il a été dans une de mes classes. Et là, de fil en aiguille, j'ai appris qu'il écrivait pour le théâtre. Il m'a montré ses premières pièces. Il y en avait 1 ou 2. Et donc, je pense l'avoir conseillé, en tout cas, pour continuer, l'avoir encouragé à continuer d'écrire pour le théâtre et éventuellement d'avoir un peu aménagé certaines propositions. La dimension réflexive, on ne peut pas, je crois, créer, critiquer, faire de la recherche sans constamment être aux affûts de tout ce qui s'écrit sur le théâtre. Pour être compétent, il faut constamment lire tous ces travaux dans la mesure du possible, tout en lisant les œuvres elles-mêmes. C'est-à-dire que je pense qu'il faut être constamment aux aguets et voir tout ce qui se fait ici et ailleurs. Parce que moi, je crois que le théâtre québécois ne peut pas s'auto-suffire. Il faut avoir l'esprit ouvert sur l'étranger. Enfin, c'est la curiosité pour tout ce qui, je pense, renouvelle le langage théâtral. Il fallait quand même solidifier des études théâtrales au Québec. Alors, c'est par des travaux semblables qu'on dépose un certain nombre de points de repère qui vont peut-être inspirer d'autres à la suite. Il y a toujours eu 2 grandes sortes de critiques théâtrales, non? Celle des mondains, toujours prêts à encenser pour l'être en retour, et celle des éclaireurs et des empêcheurs de tourner en rond. C'est souvent indissociable. Dans le domaine du théâtre et plus largement des arts de la scène, la réception des spectacles se caractérise le plus souvent de nos jours par une observation bienveillante à partir de critères superficiels tirés du vocabulaire compassionnel, sinon lyrique, au sein d'un appareil culturel de plus en plus inféodé au marché. À l'heure des réseaux sociaux que vampirisent monétairement les Facebook et autres plateformes numériques, les médias dits traditionnels comptent encore sur les recettes publicitaires pour survivre.
Leur discours sur les productions théâtrales est rarement en mesure de donner leur juste, alors que la plupart des journalistes, majoritairement pigistes et donc précaires, se montrent volontiers complaisants plutôt que d'être guidés par l'objectif d'aller au-delà de la critique à la pièce et du pré-papier forcément zélé. Quels sont donc les lieux de pensée capables d'offrir une résistance face à l'emprise qu'exerce notre star système domestique à travers la célébration sans réserve des interprètes et le culte des vedettes? Un tel règne des influenceurs lambda, par le biais de tant d'émissions, y compris alors des chaînes publiques, installe désormais en sous-main un dispositif qui sacrifie au régime du « mon goût vaut le tien ». Celui-ci obéit au nouvel ordre institué du relativisme culturel, une idéologie typiquement néolibérale qui prépare le terrain à bien des camelotes de l'industrie culturelle. Merci. Merci.